La parole est à Gilles Lurton pour l'UMP. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous avons ce soir un texte dense et complexe de 22 articles et plus de 100 pages qui est examiné. Un texte qui traite à la fois de la formation, de l'emploi, de l'apprentissage, de l'orientation, de la gouvernance et du fonctionnement de la démocratie sociale ou encore du renforcement du rôle des inspections du travail. Un texte important, certes, mais qui aurait aussi mérité un examen plus serein. Un texte que nous avons commencé à examiner en commission des affaires sociales alors qu'il n'était pas encore passé devant le Conseil d'État, ni même adopté en Conseil des ministres. Une fois encore, Monsieur le ministre, nous travaillons dans la précipitation qui a conduit le rapporteur à multiplier les amendements rédactionnels, preuve s'il en faut, d'un travail préalable de mauvaise qualité. Vos services, Monsieur le ministre, ont eux-mêmes qualifié ce projet de loi de texte TGV du point de vue de son élaboration et de son adoption par le Parlement. Surtout quand nous savons que les décrets d'application, du moins je me le suis laissé dire, ne devraient pas être publiés avant le mois de septembre. Mais venons-en au fond. L'article 1 du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale instaure un compte personnel de formation pour tout salarié à compter de l'année 2015. Ce compte personnel de formation, le CPF, remplacera le droit individuel à la formation, le DIF, et suivra chaque salarié durant toute sa vie professionnelle, y compris en cas de changement d'employeur ou de chômage. Je suis de ceux qui pensent effectivement que la formation professionnelle doit devenir un levier de compétitivité en donnant aux salariés les compétences qui permettent à nos entreprises de s'adapter à l'évolution du marché du travail. Nous savons aujourd'hui que d'ici 15 à 20 ans, 20 à 30% des métiers exercés actuellement ne seront plus les mêmes demain et nous devons anticiper cette évolution. En ce sens, Monsieur le Ministre, votre projet contribue à ce que la formation ne reste pas considérée comme un étau de contrainte, mais comme un véritable investissement pour l'avenir. Je partage également ce choix de rendre le salarié responsable de sa formation. S'il travaille 2 ans dans une entreprise, puis 3 ans dans une autre, en ayant éventuellement connu un temps de rupture d'emploi, son compte pourra être activé de la même façon. Sa responsabilité et sa liberté de choix en seront augmentées et le salarié par là même valorisé. Mais je persiste cependant à exprimer de nombreuses craintes pour les droits des publics prioritaires, les demandeurs d'emploi, les personnes en situation de fragilité ou de handicap. Au-delà de l'importance que j'attache à la formation des salariés et que je viens de démontrer, ce sont ces publics prioritaires qui, à mon avis, ont le plus besoin d'être soutenus et qui se trouvent aujourd'hui baladés de guichet en guichet, de formation en formation, sans qu'elle n'ait de réel rapport avec l'emploi recherché. Votre projet, Monsieur le Ministre, ne répond pas à votre objectif annoncé de changer cette situation difficile des demandeurs d'emploi. Tout d'abord, en nombre d'heures de formation. Le passage de 120 à 150 heures pour les salariés est une réelle avancée, je vous l'ai dit. Mais le demandeur d'emploi a, lui, plus besoin de formation, mieux adaptée à sa situation personnelle et de formation réellement qualifiante, débouchant sur l'emploi. Et même avec 30 heures de formation supplémentaire, ce compte me paraît insuffisant pour parvenir à cet objectif. Pour moi, le demandeur d'emploi a surtout besoin d'être accompagné. Votre projet ne fera que compliquer sa situation et la mutualisation des financeurs potentiels à laquelle il devra recourir ne deviendra pour lui qu'un véritable parcours du combattant. Le demandeur d'emploi a plus que tout besoin d'un référent, d'une personne qui le connaisse et qui l'accompagne dans ses démarches. C'est à cet objectif qu'il faut aboutir et je n'ai pas trouvé cela dans votre projet, Monsieur le Ministre. Plusieurs autres aspects de votre projet ont déjà été abordés par mes collègues. Je voudrais également revenir sur l'article 20 qui accorde un pouvoir renforcé aux inspecteurs du travail, un pouvoir de contrôle sur tous les documents des entreprises, sans exception, une capacité à sanctionner sans préalable. Et une fois encore, Monsieur le Ministre, à travers les différents textes présentés au Parlement,
votre majorité instaure en permanence un climat de suspicion et particulièrement désagréable vis-à-vis des entrepreneurs. Ainsi, l'inspecteur du travail n'aura plus besoin de passer par... Ainsi, mais je ne partage pas forcément tout ce qu'a dit M. Chassaigne. J'en partage un certain nombre, mais pas forcément tout. Ainsi, l'inspecteur du travail n'aura plus besoin de passer par le juge pour certaines infractions. Vous justifiez cette mesure par une volonté de désengorger les tribunaux qui peinent à traiter les procédures. Je vous demande pour ma part d'entendre les chefs d'entreprise qui craignent des abus et une complexité des recours. Je souhaite enfin m'arrêter quelques instants, et nous l'avons déjà fait à de nombreuses reprises, sur la question fondamentale de l'apprentissage. C'est une voie de formation qualifiante pour préparer nos jeunes au marché du travail. Beaucoup de jeunes apprentis restent dans l'entreprise une fois leur diplôme obtenu, et nous avons à revaloriser l'apprentissage si nous voulons mener à bien la bataille de l'emploi. Contrairement, Monsieur le Ministre, contrairement aux emplois d'avenir et aux contrats de génération, il ne s'agit pas là de création d'emplois financés par des fonds publics et pesant en conséquence sur l'impôt ou augmentant le déficit de notre pays. Malheureusement, Monsieur le Ministre, nous connaissons aujourd'hui un net recul des entrées en apprentissage. Après 3 années de hausse consécutive, nous avons décompté 30 000 apprentis en moins l'année dernière. Je vous ai alerté à plusieurs reprises sur ce problème et à chaque fois, vous m'avez répondu qu'il n'y avait pas de réduction. Pourtant, les chiffres sont là et parlent d'eux-mêmes. Il faut remonter à 2005 pour connaître un bilan aussi négatif. Les contrats de professionnalisation qui représentent l'autre dispositif d'alternance marquent également un sévère coup d'arrêt avec une baisse de 5,2%. Monsieur le ministre, vous venez de m'informer de votre souhait d'orienter une part plus importante de la taxe d'apprentissage vers l'apprentissage lui-même et de renforcer ainsi les moyens des régions. Accentuer aussi la part de la taxe affectée au centre de formation des apprentis. Cela me paraît plus que nécessaire quand nous connaissons les difficultés rencontrées par les centres de formation pour fonctionner de façon optimale et financer des formations qualifiantes. Malheureusement pour vous, le Conseil constitutionnel a annulé les dispositions correspondantes inscrites dans le projet de loi de finances rectificative pour 2013 en considérant que le taux de répartition de la taxe entre la fraction régionale et la part dite quota destinée au CFA devait être fixé par la loi et non par décret. Cette décision du Conseil constitutionnel est la conséquence des mesures que vous avez vous-même adoptées et elle ne fera malheureusement que retarder l'impulsion indispensable à la relance de la formation par l'apprentissage. Vous en portez aujourd'hui toute la responsabilité. Alors que le président de la République nous parle de pacte de responsabilité à grand renfort de communication, ces ministres compliquent au jour le jour la vie des entrepreneurs, celle des salariés, celle des demandeurs d'emploi et des jeunes qui aspirent à se former. Chaque jour, les entreprises se trouvent de plus en plus étranglées et si je ne peux qu'approuver cette volonté de développer la formation professionnelle à tous les niveaux, je pense que votre texte ne fera qu'accentuer la méfiance et le découragement des entreprises. Vous avez là, Monsieur le Ministre, une explication de l'augmentation ininterrompue de la courbe du chômage. Pour ce qui concerne mon vote sur ce texte, je prendrai ma décision en fonction de votre capacité à nous écouter et accepter les amendements que nous avons déposés.